rappel des faits avant cela, minute par minute. Que s'est-il passé à Lyon, Félix Pérola? Il est 17h30 ce jeudi, devant l'établissement de sciences politiques. 7 militantes du collectif Némésis brandissent une banderole. Elles sont présentes pour dénoncer la venue de Rima Hassan. Rapidement, plusieurs individus intervenaient pour tenter d'arracher la banderole, puis exerçaient des violences sur au moins 2 des jeunes femmes. À ce stade, les jeunes hommes chargés d'aider le collectif Némésis n'intervenaient pas. Vers 18h, les jeunes hommes chargés d'aider Némésis sont pris à partie par une vingtaine d'individus. 3 personnes se retrouvent isolées à une dizaine de mètres de l'établissement. Quentin en fait partie. Il est jeté au sol, lynché à coups de pied et frappé sur le crâne à plusieurs reprises. Il présentait essentiellement des lésions à la tête et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Quelques minutes plus tard, un ami de Quentin le retrouve sur les lieux. Conscients, ils ont tenté de prendre la direction de son domicile. Sur le chemin, d'autres amis les rejoignent. Vers 19h40, Quentin est secouru par les pompiers à une vingtaine de minutes à pied de l'IEP. Il est ensuite hospitalisé dans un état grave et finit par succomber à ses blessures le lendemain. Voici les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je voudrais qu'on écoute Gilbert Collard parce que dans les chefs d'accusation, il y a cette association de malfaiteurs. Ça a été peu souligné, mais Gilbert Collard l'a souligné hier. Il était à Europe 1 avec nous et Georges Fenech, je vous laisse ce décryptage de ce que dit Gilbert Collard. Écoutez-le. Les enquêteurs cherchent à remonter dans les donneurs d'ordre, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences pour la France insoumise ? Et dans le cadre de l'association de malfaiteurs, oui. Ils vont voir s'il n'y a pas eu une organisation préalable, comment la jeune garde est financée, quelles instructions sont données. Donc ça, faut bien décoder, décrypter ce chef d'accusation qui n'était pas évident, parce que lorsqu'un homme est tabassé, il meurt, on peut imaginer que ce soit homicide involontaire, que sont mis en cause ceux qui précisément sont sur la voie publique. Oui. En l'espèce, on va peut-être remonter donc aux donneurs d'ordre et voir s'il y a eu des connexions entre les uns et les autres. Attention, parce que donneur d'ordre, ça va jusqu'à la complicité, hein, c'est encore beaucoup plus grave. Non, moi aussi j'étais intrigué par cette qualification d'association de malfaiteurs, et j'imagine, dans le parquet, en tout cas de Lyon, a voulu sans doute élargir au-delà des acteurs directs de ce drame, de ce meurtre, s'il n'y a pas effectivement une organisation plus politique, disons le terme, autour. Quand on reprend les propos de Jean-Luc Mélenchon, quand il dit, par exemple, qu'il faut impacter. Qu'est-ce que ça veut dire, impacter ? Sinon, aller au contact. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, si vous voulez, d'encouragement, de laisser-faire, de soutien à des actions de ce type, voyez-vous ? Bon, il n'y a pas d'interpellation. C'est quand même grave. Moi, je n'imagine pas que M. Mélenchon ne soit pas entendu dans cette affaire. Il n'y a pas d'interpellation et ça peut nous étonner. Par exemple, ceux qui... il n'y a pas d'interpellation depuis 4 jours. Donc, les habits que portaient ces gens-là, ils peuvent tout simplement les mettre de côté, les brûler, que sais-je. Les téléphones, de la même manière. On peut retrouver, par exemple, les SMS, quoi qu'il arrive, mais les téléphones, s'ils ont été jetés... parce que ceux qui étaient en cause, s'il y a par exemple eu des échanges de SMS entre les uns et les autres, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes au courant ? Allez-y, foncez, que sais-je ? Bon, mais ça, comme il n'y a pas d'interpellation, et je pose vraiment des questions tout à fait naïves, je suis jamais enquêté, mais je suis surpris de ça. Est-ce que ça vous étonne, vous ? C'est une stratégie du procureur. Je pense qu'il souhaite. C'est pas ma question. Mais si, c'est votre question. Est-ce que ça vous étonne, vous ? Oui, on aurait pu imaginer des interpellations immédiates, rapides, puisqu'ils sont identifiés en réalité. Mais je pense qu'ils veulent exploiter ce délai de 48 heures de garde à vue de manière très très utile, donc les avoir tous en même temps. On peut imaginer qu'il va y avoir une interpellation collective un matin. D'accord. Monsieur Bompard a pris la parole ce matin, Monsieur Coquerel, alors ils ont bien compris le danger, ils montent tous au créneau les uns les autres, et puis la caste médiatique, c'est très intéressant, je le disais, la caste médiatique, elle est décontenancée, puisque les bons méchants ne sont pas, les méchants ne sont pas les bons méchants. Donc, dans ces cas-là, on veut relativiser et on renvoie dos à dos. La violence politique, non, c'est pas la violence politique, c'est la violence de l'extrême gauche. Tout à fait différent.
Il n'y a pas de violence politique à droite dans le discours, en tout cas. Il y a des groupuscules sans doute, mais il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de légitimation. Alors là, il y a une connexion directe entre LFI de et la Jeune Garde, c'est Je suis évident. d'accord avec vous. Et c'est peut-être ce qui va... D'ailleurs, il s'est allié à la Jeune Garde, et c'est peut-être une des fautes stratégiques de Jean-Luc Mélenchon, ça va peut-être lui coûter son mouvement. Je pense qu'il va devoir possible. rendre des comptes, Bon. c'est sûr. Bien sûr. Alors écoutez, Emmanuel Bompard qui s'est exprimé sur France Inter ce matin. Bon, ils ne savent rien, c'est entendu. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment c'est traité dans l'espace médiatique. J'ai l'humanité, la violence politique, voie sans issue. C'est pas violence politique, c'est violence de la gauche ou de l'extrême gauche. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est après la mort de Quentin Durand, au cours d'affrontements entre antifascistes et ultranationalistes. Non, non, non. Cette thèse-là est battue en brèche précisément par le procureur. Non. C'est un lynchage, donc c'est ce qu'a dit le procureur. C'est-à-dire que vous avez 6 personnes qui sont lynchées par une bande de l'ultra-gauche. Donc tout ça est faux. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Mais c'est un... Comment ? Volontaire. Oui, pour homicide volontaire. Ah oui. Droite, extrême droite et macroniste tentent d'imputer la responsabilité de ce drame à la France insoumise. Des groupuscules néofascistes appellent à la vengeance. Bon, ça, c'est leur récit qui ne correspond pas à la réalité judiciaire. Voilà, ils font de la politique, l'humanité fait de la politique, je ne leur reproche pas. Mais c'est un journal que nous subventionnons. Oui, mais... À hauteur de 7 millions, Ah oui. je crois. Bon, mais on important quand même. subventionne le Figaro aussi, j'imagine. Tous les journaux sont subventionnés. mais le résultat est pas le même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, la thèse de renvoyer dos à dos, je le répète, est une thèse fausse. Mais la caste médiatique, je le répète encore, elle est en plein désarroi. Elle est en plein désarroi parce que c'est pas les méchants sont pas les bons. Donc si l'extrême droite, c'est les vrais méchants, c'est l'extrême droite. Donc là, effectivement, ils sont ennuyés. Alors l'enquête Pardon, il faut lire à ce propos le portrait remarquable de Paul Sugy dans Le Figaro. sur... Quentin. Sur Quentin. Oui. Ouais. Parce Alors, que on va le lire. Vous à faites bien de... à la fois son portrait, ses origines, ses goûts, qu'est-ce qui le motivait, et puis sa photo aussi. Sa photo, c'est-à-dire qu'une personne, qui pèse 63 kilos par rapport à des skinheads qui en pèsent 100, excusez-moi, la messe est dite. Hein. Oui, alors en plus, c'est des lâches, ils sont barbares. Et alors, Regardez. j'ai appris aussi que le profil, ça va être intéressant de découvrir, c'est, paraît-il, des jeunes gens bien nés, de la bonne société lyonnaise. Ce garçon, dont la mère est d'origine, une partie de sa famille est d'origine péruvienne. Hein. Joseph Donc Massescaron. évidemment, ça ne va pas du tout dans les cases. Hein. Oui. Pas du tout. Charlotte Dornelas. Sur le profil des antifas, en effet, moi, je sais pas, j'avais assisté au procès, vous savez, des antifas qui s'étaient attaqués à la voiture de police sur les quais de Seine pendant une manifestation. Et c'était les petits Bernanos et leurs amis. Et en effet, c'était des gens plutôt insérés, comme on dit. Oui, et c'est ça qui va être intéressant. Alors, l'enquête. Les fils de cadre. Mayalène Trémollet. Raphaël Arnaud est fils de cadre lyonnais. Donc c'est pour le même milieu. Et dans le portrait de Paul Sugy, justement, Quentin, lui, est décrit comme préférant la confrontation des idées, plutôt porté sur la non-violence, et préférant la confrontation des idées. qu'il en avait. Gérald Darmanin était hier avec Gauthier Lebret sur le plateau de CNews. Il a donné des éléments sur l'enquête en cours. Je vous propose d'écouter Vincent Farandez. Interrogé sur la mort de Quentin hier soir, Gérald Darmanin a assuré que ses services et ceux du ministère de l'Intérieur étaient pleinement mobilisés pour identifier et interpeller rapidement les auteurs de ce drame. La police gagne toujours. Dans notre pays, la police gagne toujours. C'est juste que le temps médiatique n'est pas toujours le temps des enquêteurs. Tout ce que je peux vous dire, je suis tenu évidemment au secret, c'est que les gens travaillent extrêmement sérieusement, que cette affaire est prise de manière extrêmement sérieuse et que M. le ministre de l'Intérieur et moi-même avons mis des moyens à disposition très importants. Mais ça veut dire que... pour pouvoir interpeller ces personnes. Ça, c'est intéressant. Des personnes issues de la mouvance d'extrême gauche, selon le ministre de la Justice. Manifestement, l'extrême gauche a tué. L'ultra-gauche, l'extrême gauche a tué. Personne ne peut tuer en France, quelles que soient ses idées, on peut les combattre. Moi, je combats les idées de l'extrême droite, je combats les idées de l'extrême gauche, mais j'aimerais bien l'idée de supprimer cette personne. La violence politique qui mène à la suppression physique, c'est une forme de fascisme incontestable. Gérald Darmanin regrette par ailleurs le suivi insuffisant des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite en France. Il faut, selon lui, améliorer les services de renseignement les concernant. On peut saluer nos confrères du Parisien également qui font la une avec cette affaire ce matin et qui font leur travail assez remarquablement d'ailleurs. Travail d'enquête, travail d'investigation. On voit que la société française quand même, elle prend en compte ce qui peut être un basculement
Moi, ce qui me frappe quand même quand je vois cette sauvagerie qui s'abat entre jeunes gens, c'est la disparition quasi totale des adultes, alors même qu'on est dans un contexte universitaire. L'université, c'est pas une instance où chacun est livré à soi-même, c'est quand même censé être une institution de médiation. Et quand je parle de disparition des adultes, je pense en particulier à la disparition du ministre de l'Intérieur, Philippe Baptiste, dont la parole n'a aucune espèce d'autorité. Philippe, pas ministre de l'Intérieur, ministre de l'Enseignement supérieur. Vous avez parfaitement raison. Dont la parole n'a aucune espèce d'autorité et qui aujourd'hui n'est pas capable de nommer le mal, tout comme il n'était pas foutu de nommer le mal il y a 6 mois quand il disait que l'islamo-gauchisme n'existait pas à l'université. Et je pense aussi à la direction de Sciences Po Lyon qui n'aurait jamais dû laisser ce qui n'est pas une conférence mais un meeting se tenir. Et moi j'ai connu il y a 5 ans une direction beaucoup plus scrupuleuse à Sciences Po sur les menaces à l'ordre public. Quand il s'agissait de faire venir Alain Finkielkraut, Nigel Farage ou Éric Zemmour, je peux vous dire que là les troubles à l'ordre public on les prenait très au sérieux. C'est pas le cas à Sciences Po Lyon manifestement. Je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que pour le moment, la direction de Sciences Po Lyon passe à travers les gouttes. Personne ne s'intéresse à quels sont les invités. Moi, je voudrais savoir quels sont les invités politiques de Sciences Po Lyon. Je les ai, ça m'intéresse vraiment. Les invités. Il y a l'Institut Hexagone qui a fait paraître les chiffres des invités dans les Sciences Po hors Paris depuis le mois de septembre. Sciences Po Lyon, hein. Voilà, tous les Sciences Po confondus hors Paris. 9 conférenciers gauche radicale, 28 gauche, 5 centres, 2 droites, 0 droite radicale. C'est ça la réalité de l'absence totale de pluralisme à Sciences Po aujourd'hui. Et même à Sciences Po Paris, où je rappelle qu'il y a quand même 55% des étudiants qui votent Mélenchon au premier tour aujourd'hui. C'était pas comme ça il y a encore 5-10 ans, je peux vous le dire. Mais Sciences Po Paris, et il faut rendre hommage à son nouveau directeur, avait refusé Rima Hassan, d'ailleurs c'est allé devant le Conseil d'État, je crois, il avait refusé sa présence, parce qu'effectivement c'est un meeting, et Sciences Po Lyon n'a pas invité Rima Hassan. Strasbourg avait refusé parce que c'est pas une universitaire, donc c'est une conférence politique. Donc tout ça, tous ces petits manquements pour avoir la paix sociale, on achète la paix sociale, ou alors on est un militant également, ce qui est possible, le directeur de Sciences Po Lyon, pas un mot. Ces gens sont formidables, aux abonnés absents. Et la presse ne va pas beaucoup les chercher. Sciences Po Lyon. Il y a un très bon papier dans le Figaro du jour sur le thème « L'extrême gauche fait la loi à Sciences Po Lyon » qui raconte d'ailleurs que l'ancien directeur de Sciences Po Lyon a été menacé de mort par des groupuscules anti. Les directeurs eux-mêmes sont menacés. Mayalène Trémollet. Les directeurs eux-mêmes sont menacés de mort dans certains IEP par ces groupuscules antifascistes. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas du tout la main sur qui peut être invité ou non. Puisqu'ils essaient déjà de contenir la violence au sein de leur établissement. Bon, je vais vous proposer d'ailleurs dans quelques secondes le sujet de Fabrice Balanche, qui est un professeur de l'université et qui explique le climat qu'il y a à Lyon. Mais avant ça, émotion à Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Voyez le sujet de Mathilde Ibanez, c'était là où a grandi Quentin. À Saint-Cyr-sur-le-Rhône, l'annonce a bouleversé tout le monde. Une famille discrète installée dans cette commune de moins de 2000 habitants, où Quentin a passé son enfance et son adolescence. Le jeune militant nationaliste, décédé des suites d'une violente agression, était scolarisé il y a quelques années ici, à l'institution Robin, un établissement privé catholique voisin. Il était décrit comme un élève sérieux. Sérieux et sportif aussi. Pendant 5 ans, de 2017 à 2022, il était licencié de ce club de tennis. Nous avons pu avoir quelques mots de son entraîneur, touché par ce drame. Je suis bien entendu très triste pour sa famille qui venait régulièrement ici, ainsi que pour sa sœur impliquée dans la vie du club, comme lui. Chaque semaine, il s'entraînait sur ses cours, adepte de compétition. C'était un garçon calme, intelligent, à l'écoute de ses profs, intégré dans la vie du club, dans les animations et ses compétitions. Il était toujours souriant. Dans ce village paisible, les souvenirs parlent d'un garçon poli, investi, apprécié, loin des affrontements et de la violence qu'il a emporté. Kimad, vous êtes essayiste, vous êtes également enseignant et on va ouvrir évidemment le dossier des universités en France et notamment des Sciences Po Lyon. Je lis ce que écrivait ce matin avec beaucoup d'intelligence comme d'habitude Eugénie Bastier. Dans un monde en pleine droitisation, l'université reste l'îlot de l'hégémonie culturelle de la gauche qui ne saurait être contestée. L'éloignement d'une victoire par les urnes pour la gauche radicale la rend plus violente. Elle sait qu'elle ne pourra jamais gagner par l'élection, alors elle se prépare à tenir la rue par la violence. Vous voyez le sujet, Fabrice Balanche, qui est donc un universitaire de Lyon, et vous pourrez nous dire le climat qu'il y a dans les universités. Et vous avez raison de dire que le ministre de l'Éducation supérieure, c'est comme ça, Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, il est aux abonnés absents. Mais parce que comme tous les ministres depuis Frédéric Vidal. Toutes ces petites faiblesses, moi j'avais dit quand M. Balanche a été attaqué, c'était le Premier ministre ou le ministre de l'Enseignement qui aurait dû être sur place. On démissionne,
on démissionne. Et après, il y a un mort. Voilà. Et on fait venir Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Donc tout ça, en fait, faut tout... c'est une révolution culturelle dont a besoin ce pays, pour le moins, avec des vrais responsables politiques qui prennent leurs responsabilités. Voyez le sujet de Régine Delfour. Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2, dénonce une mainmise de la gauche radicale dans l'enseignement supérieur. Dans une tribune dans Le Figaro, il revient sur un incident pendant l'un de ses cours le 1er avril dernier. Mon cours a été interrompu par un commando islamo-gauchiste qui hurlait raciste, sioniste, c'est vous les terroristes. J'ai constaté un manque de solidarité dans une université favorable à la Palestine idéalisée. La direction va même jusqu'à justifier l'interruption de son cours en lui reprochant des propos qu'il aurait tenus sur Gaza. L'universitaire affirme qu'une impunité règne pour les militants d'extrême gauche, entraînant ainsi une autocensure des enseignants, mais aussi une désertion des étudiants. La plupart des étudiants subissent en silence ou cherchent une autre voie en s'inscrivant dans des établissements privés par exemple. L'université publique se délite au profit de l'enseignement supérieur privé qui, désormais, reçoit près d'un tiers des étudiants. Face à ce constat, Fabrice Balanche en appelle au ministère de l'Enseignement supérieur et lui demande de mettre sous tutelle ces établissements qu'il qualifie à la dérive. La faillite du politique en France. Sur Balanche, c'est intéressant parce que Vincent Hervouet. Il y a une dizaine d'années, il avait été récusé à Sciences Po Lyon. Il est prof à Lyon 2. C'est un prof, c'est un géographe, un arabisant, un grand spécialiste de la Syrie, mais un spécialiste de terrain, pas un universitaire en chambre. Et il a été très contesté, notamment par ce petit commando qui est descendu dans l'amphi pour l'expulser de son cours. Tout ça parce qu'il avait dénoncé l'islamo-gauchisme et l'idéologie totalitaire qui règne, notamment à Sciences Po. Donc il était à la fois en avance sur le diagnostic et en même temps, il a été lui-même la victime de cette espèce d'épuration que fait régner une petite camarilla de gros bras qui tiennent le haut du pavé dans les faire pour que le pouvoir politique Comment faire pour que le pouvoir politique ne prenne pas la mesure de ça? Non mais attendez, pardonnez-moi, mais avant le pouvoir politique, il y a le pouvoir des... Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'épisode Balanche, c'est le silence à la fois de la direction de Lyon 2 qui était vraiment honteux, mais même des confrères. Il n'y a plus de solidarité entre universitaires quand il y en a un qui est déviant. Il est livré à la petite milice locale et tout le monde s'en fout, tout le monde regarde ailleurs. Il y a une telle domination de la gauche dans les milieux universitaires que celui qui sort de la voie royale, eh bien on le laisse tomber et personne ne va le secourir, évidemment. Il y a une hégémonie de la gauche, et pas n'importe quelle gauche, de la gauche la plus radicale, dans la quasi-totalité des conseils d'administration des universités, comme des instituts d'études politiques. Et là, ils sont très sectaires. Ils sont très sectaires. Il faut bien avoir conscience qu'on n'a pas affaire à des incidents isolés, mais à une dérive au long cours. C'est-à-dire que l'université était censée être un lieu de production du savoir. C'est devenu, notamment depuis le second Bourdieu, un bastion militant à partir duquel on essaye de rendre la transformation du monde possible. Et face à ça, comment le politique répond? Il répond, comme dans tant de domaines, par une politique consistant à ne pas faire de vagues. Je rappelle quand même que Frédérique Vidal, lorsqu'elle était à l'enseignement supérieur, avait promis un rapport sur la réalité de l'islamo-gauchisme à l'université. J'attends toujours ce rapport aujourd'hui. Donc forcément, si vous n'êtes pas capable de nommer à la réalité en cours, vous ne pouvez pas vous donner les moyens de combattre le mal. Mais vous parliez de sectarisme. Et le sectarisme, ça commence où? Et ça commence quand? Ça commence à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez un jeune député qui était là pour élire... traditionnellement, c'est le Benjamin, et que tous les députés du Front National, du Rassemblement de la France Insoumise, tous les députés du Rassemblement National, et les autres en plus. Oui, mais on verra, Madame Pannier-Runacher. Mais bon, là, c'est la France Insoumise. Voilà, c'est ça la haine, c'est ça. Où commence l'intolérance. Et vous allez voir, monsieur Delogu, ça sera bien plus. L'intimidation de Delogu. Vous allez avoir, voilà, la France Insoumise, c'est ça. C'est précisément ça. C'est ça, la France Insoumise. C'est ça. C'est monsieur Delogu, c'est insoumise. Et madame Pannier-Runacher, qui est la Cassandre des canicules, eh bien, madame Pannier-Runacher, elle était également associée ce jour-là, puisqu'elle n'avait pas serré la main, on va voir
la séquence. Madame Pannier-Runacher, voilà, c'est ça. La mélange de bêtises, d'intolérance et de haine, vous appelez ça comme vous voulez. On ne sert pas la main. Panurgisme. Et de lâcheté. Et de lâcheté. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Bon, bah, écoutez, on va marquer une pause et puis on s'intéressera. Non, qu'est-ce que vous voulez dire ? Cassandre des canicules. Mais c'est c'est la Cassandre des canicules. J'aime bien l'expression. Mais bien sûr, Madame Pannier-Runacher. On va marquer une pause, il est 9h23, et on va s'interroger au traitement médiatique. Alors, regardez la une quand même du Parisien. Les choses changent. Hein. Vraiment, les choses changent en France, et c'est tant mieux. TF1, on l'a dit les choses hier. Ils font leur métier, quoi. Enfin, je veux dire. Ils font leur métier. Tuer à coups de pied et de coups de poing. Ils l'ont pas fait. Lynchage de Quentin Derenc. Les choses sont claires. Et c'est le Parisien. Le Parisien, c'est intéressant parce que c'est le journal, entre guillemets, mainstream, le journal le plus populaire de France. C'est pas un journal qui a un engagement politique. C'est un engagement. Le Parisien, il y a une volonté de très grande neutralité. Ils ont écouté le procureur. Comment ? Ils ont écouté le procureur. Écouté le procureur, exactement. 4 jours après. Oui, vous avez raison, parce que la Tribune n'a pas dit un mot. On était hier soir avec Geoffroy Lejeune. Le journal du dimanche a titré La police, a titré La France, l'extrême gauche. L'extrême gauche tue. L'extrême gauche tue. C'était la une du journal du dimanche. Pas un mot dans la Tribune. Pas un mot. Pas une ligne. Après, les confrères font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont jugé que c'était pas important. Et que, effectivement, Alex Préti, parfois, à Minneapolis, c'est plus important. Non, mais ils feront un papier dimanche prochain. Ils feront un Vous papier aurez dimanche. la biographie éplorée de tous les assassins. Il y aura de la compassion pour ces vies brisées. À tout de suite.